Benno Bokk Yakaar apporte son soutien à El Hadj Hamidou Kassé. Selon la coalition présidentielle, le ministre conseiller s'est trompé de bonne foi et c'est à lui de rectifier le tir. Benno soutient El Hadj Hamidou Kassé, là où Yakham Mbaye, membre de l'APR, descend en flammes le ministre conseiller. Le directeur général du Soleil parle de contre-vérité et demande au procureur de la République de convoquer le chargé communication de la présidence de la République. La sortie fracassante d'El Hadj Hamidou Kassé, le ministre chargé de communication de la présidence de la République, est-il en passe de devenir un champion de la bourde? Commentaire Abdoulaye Cissé. Un saut à Gumbel, cette réserve animalière de Saint-Louis où tout manque, budget jugé dérisoire de 15 millions de francs CFA. African Journalist Forum a visité Gumbel pour faire l'état des lieux. Les actualités internationales, Georges Detchediop. Au Mali, le bilan de l'attaque des villages de Yoro et Gangafani revu à la hausse. 41 morts. Selon la MINUSMA, le gouvernement faisait état de 38 personnes tuées. En Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz refuse de nommer Domingos Simeos Prera au poste de Premier ministre. Il lui demande de proposer un autre nom pour occuper le poste. Nous nous rendrons en Turquie. Là-bas, 24 personnes ont été condamnées à la prison à vie dans le procès du putsch manqué de 2016. Développement à partir de 12h15. Le journal de la CAN avec Youssouf Bodjon. Quel sera le menu? Le Caire vibre au rythme de la CAN à 24 heures du match d'ouverture. Vous le verrez avec un de nos envoyés spéciaux dans la capitale égyptienne, Chertidiane Diagne. Dans l'actu de la CAN, les Lions indomptables du Cameroun refusent de quitter Yaoundé pour l'Égypte. Les champions d'Afrique en titre réclament des primes de participation. 20 millions de francs CFA pour chaque joueur. Nous allons aussi à la découverte de l'effectif de la Mauritanie qui joue sa première CAN en Égypte. Et puis le rendez-vous avec l'Aïdjaou qui s'arrête sur la CAN Égypte 2006. Le Sénégal avait atteint les demi-finales après un premier tour compliqué. À la technique de ce grand journal, il y a Alioune Ba à la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Yakham Mbaye parle de contre-vérité et démonte en pièces le ministre conseiller El Hadj Hamidou Kassé, le directeur général du Soleil, par ailleurs membre de l'APR, le parti présidentiel, demande au procureur de la République de convoquer El Hadj Hamidou Kassé. Il est avec El Hadj Ndiogou Diène. Ce que soutient El Hadj Kassé est totalement faux. Ce serait vrai, je pense qu'il est indiqué que le procureur de la République, les autorités judiciaires et policières le convoquent pour qu'il donne ce qu'il qualifie d'information. Ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, El Hadj Kassé s'est rendu au domicile de Aliou Sall pour lui faire une offre de service, à savoir qu'il est un grand frère, qu'il est un proche collaborateur du président. Il voudrait que Aliou lui explique certaines choses et, si possible, lui donne des informations pour qu'il bâtisse des éléments de langage, comme on parle en communication. Aliou a assez dit. C'est toute la démarche est tout à fait normale. Ils ont échangé. Aliou lui a dit principalement 3 choses. Il n'y a absolument rien que j'ai fait ces dernières années d'illégal. Je n'ai reçu aucun virement de Franck Timis via Agritrans relevant de corruption ou de quoi que ce soit. Et ainsi de suite. Aliou est allé plus loin. Aliou lui a dit, depuis que j'ai ma société, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Il a fait cette déclaration à l'insu du président de la République. Le président de la République n'était pas au courant de son initiative, n'était pas au courant de ce plateau, n'était pas au courant qu'il était invité sur TV5. Donc, ça renseigne, si besoin en est, de la particularité de cette chose. C'est quand même sidérant. Moi, je ne suis pas de ceux qui parlent au président sur la place publique. Je ne suis pas de ceux qui sentent tellement prétentieux pour donner des directives. Il n'y a pas les conséquences à tirer. Ça, je ne l'aborde pas. Benno Bokk Yakaar vient à la rescousse de El Hadj Hamidou Kassé, le chargé com de la présidence de la République qui, dans une interview avec nos confrères de TV5, affirme que la société de Aliou Sall a reçu 250 000 $ pour une consultance agricole. Pour Pape Mahawa Diouf, chargé de com de Benno Bokk Yakaar, El Hadj Kassé s'est trompé de bonne foi et c'est à lui d'apporter ou de rétablir la vérité sur cette affaire. Pape Mahawa Diouf est joint au téléphone par Pape Besdiba.
Pour l'essentiel, l'âge cassé défend le camarade Aliou et défend les politiques du gouvernement comme il a l'habitude de le faire de toute manière. Maintenant, il a parlé de son niveau d'information, semble-t-il. Ça veut dire que il est de bonne foi, maintenant c'est très clair, il dit que ça aurait été donné effectivement pour des activités agricoles. Maintenant, il peut se tromper de bonne foi, mais en tout état de cause, ça ne peut pas justifier ce tollé général. Je crois que les gens peuvent revenir à plus de sérénité. Je reste convaincu que Aliou Sall, les accusations qui sont portées contre lui, tout comme toutes les accusations portées contre le chef de l'État et la majorité, sont totalement fausses. Totalement fausses. Maintenant, El Hadj Kassé peut lui-même, dans sa déclaration et la forme de sa déclaration, puisqu'il parlait de son niveau d'information, effectivement se tromper de bonne foi. Et il lui appartiendra, et je sais qu'il le fera, si c'est nécessaire, bien sûr, puisque dans l'esprit, il est clair que sa volonté n'était absolument pas d'aller à contre-courant du discours de la majorité sur le sujet. Ce qui est important et qui est constant, c'est que la République ne se gère pas dans la rue. Gérer les affaires de 16 millions de Sénégalais appelle à beaucoup de responsabilités de la part de tous les acteurs. Donc ce qui fait que ce qu'il faut saluer, c'est que désormais, à la limite, il est hors de propos dans une République démocratique de parler de tous ces dossiers-là, alors même qu'une enquête judiciaire est ouverte. Je crois que ceux qui ont des informations et ceux qui ont des éléments nouveaux à donner au niveau du procureur et de la DIC peuvent aller le faire. Et donc, ça va permettre de faire jaillir la vérité. Tout le reste me paraît être une passion superfétatoire qui ne sert pas à grand-chose. El Hadj Kassé, dans le texte, on ne sait plus s'il faut en rire ou en pleurer. Après Macky, tour à tour enfoncé, après avoir tour à tour enfoncé le président Macky Sall sur la vraie fausse inexistence du rapport de l'IGE et maintenant achevé Aliou Sall par la confirmation du versement occulte de $250,000. C'est lui que ses amis veulent sauver maintenant, mais il faudra cette fois-ci bien plus que l'excuse de l'erreur de bonne foi pour le tirer d'affaire et avec lui tous les acteurs de cette affaire. Attention, ça tangue fort au palais. Le commentaire est signé Abdoulaye Cissé. Même pas marrant, les communicants du palais qui semblent vouloir mettre en congé leur chef du pôle de communication pour reprendre la main à El Hadj Kassé. On n'aurait jamais pu croire que l'opération lavage au détergent pour éloigner la marée noire qui étouffe Aliou Sall et même son frère de président, que cette opération de sauvetage allait se transformer en opération sauver le soldat El Hadj Kassé. L'autre communicant du palais qui plastronne à la tête du journal Le Soleil, Yakham pour ne pas le nommer, a déjà pensé la stratégie sauver le traître El Hadj Kassé pour mieux l'abattre quand la maison sera plus calme. Dommage qu'on n'a jamais pu traduire en français le grand Djefourou national qui s'offre à nos yeux. Séance d'exorcisme des démons où chaque vieux sorcier crache tous les secrets avalés, y compris les secrets des autres. Le propre du Djefourou est que malheureusement, c'est impossible pour les acteurs de tenir leur langue. El Hadj Kassé avait déjà noyé le président Macky Sall en faisant le président le moins bien informé de la planète. Il serait temps d'ailleurs que le président Macky Sall se mette dans les groupes WhatsApp pour être à jour sur les partages des infos qui avaient circulé sur les téléphones des 15 millions de Sénégalais et même les bébés à naître en fin 2019 étaient au courant qu'un rapport de l'inspection générale d'État était dans le circuit depuis 2012. La prestation de El Hadj Kassé sur TV5 est digne de massacre à la tronçonneuse, bien malin au palais qui peut rattraper la bourde. D'ailleurs, pour une fois, et c'est très sincère, nous, on veut bien croire que El Hadj Kassé est de très bonne foi quand il nous livre son information, les yeux dans les yeux, que $250,000 ont été versés à Aliou Sall, nouvel expert agricole. Nous n'accepterons même pas que le palais plaide la démence ou le discernement altéré pour El Hadj Kassé pour lui faire ravaler ses propos. La défense du pôle de communication de Benno Bokk Yakaar est encore plus désastreuse que montre que nous avons définitivement affaire à des charlots, tous autant qu'ils sont. Non, El Hadj Kassé a des choses à dire, sa place n'est surtout pas à l'asile. Peut-être tout juste un passage chez le procureur. Monsieur le procureur, vous le tenez. Votre témoin, celui qui peut vous en apprendre beaucoup de choses. Abdoulaye Cissé, Agritrans, la société créée par Aliou Sall en 2011 sous les feux de la rampe depuis l'enquête de nos confrères de la BBC citée dans le reportage pour avoir reçu une transaction de $250,000, 146 millions de francs CFA perçus par la chaîne anglaise comme un pot de vin. Mohamed Ali Mouba nous présente Agritrans.
Agritrans est une société de droit sénégalais à responsabilité limitée. Créée en avril 2011, elle s'investit dans l'agriculture, la commercialisation de tous produits agricoles, tous produits agroalimentaires, transport de marchandises, entre autres. Agritrans est doté d'un capital de 1 million de francs CFA et géré par Abdoulaye Timbo, maire de Pikine, oncle du chef de l'État, et Aliou Sall, considéré comme le propriétaire de cette société. Le nom de Agritrans apparaît avec l'affaire Petrotim, citée par le reportage de BBC, cité dans l'enquête de la BBC pour avoir reçu une transaction de 146 millions de francs CFA perçu par la chaîne anglaise comme étant un pot de vin. Aliou Sall dément avoir reçu une quelconque somme provenant de BP. Mais depuis hier, il est contredit par le ministre conseiller chargé de la communication de la présidence, El Hadj Hamidou Kassé, confirme dans une interview accordée à TV5 l'existence du versement des 146 millions de francs CFA dans les comptes de la dite société. C'était, dit-il, pour des prestations dans le domaine de l'agriculture. Un peu plus tôt, Abdoulaye Timbo, le gérant de Agritrans, s'était aligné sur la position de Aliou Sall. Dans une interview accordée à l'Observateur, il avait dit « Je n'ai jamais été au courant d'une quelconque transaction ». Dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Aliou Sall Petrotim, les auditions des témoins se poursuivent. Attendues aujourd'hui à la division des investigations criminelles, l'architecte Pierre Goudiaby Atepa, il est 12h12. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM. Binta Diallo. La plateforme Aar Li Ñu Bokk dit prendre acte du départ de l'imam Ahmadou Makhtar Kanté, un indépendant qui faisait partie de cette structure. L'imam Kanté explique sa décision par un détournement d'objectifs noté dans la démarche de la plateforme. Mais pour Abdourahmane Sow, un des responsables de Aar Li Ñu Bokk, la structure reste constante dans son combat pour la transparence dans la gestion des ressources du pays. Il est interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. Imam Kanté a intégré la plateforme sur une invitation. Il a participé à la réflexion et il nous a été d'une très grande utilité. Maintenant, il faut savoir que dans les groupes, toujours c'est comme ça, il y a des contradictions par rapport aux idées qui sont émises et que des fois il y a des compréhensions. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une prêche d'un imam, nous sommes dans le cadre d'une lutte politique pour revoir comment faire ce pays. Il arrive que pour certains, ils ne peuvent pas assumer une certaine démarche hier de la soirée. On prend acte, on l'encourage à continuer le travail ailleurs comme il l'a si bien fait avant et comme il le fera ensuite. Il a l'habitude, l'imam c'est un prêcheur qui est captivant et qui base son action sur les principes. Imam Kanté, 5-4-3-2-1-0. Imam Kanté pense que la plateforme est en train de dévier de ses objectifs dans sa démarche et ses actions. Vous répondez quoi à ces allégations? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que nous-mêmes qui sommes dans le cas, si on voit que c'est un cadre manipulé, un cadre orienté contre la personne de tel ou tel autre, ou bien que les principes sont biaisés dans la réflexion et la démarche, nous-mêmes nous allions quitter parce que la cause M23 est libre. D'autres organisations, elles sont libres de vraiment quitter. Moi, je pense que peut-être c'est des appréhensions, mais dans la pratique, le principe prévaut, c'est la discussion, c'est l'échange. On fait tout pour ne pas sortir effectivement de ce cadre. On fait tout pour ne pas être influencé. On fait tout pour ne pas être manipulé. Aar Li Ñu Bokk remet sa manifestation demain vendredi sur la place de la Nation. Des membres du mouvement citoyen sont convoqués par le préfet de Dakar sur l'objet de la manifestation. Le lycée de Soum, situé dans le département de Foundiougne, a pris feu dans la nuit d'hier. 3000 manuels partis en fumée et d'autres matériels pédagogiques. L'administration du lycée a constaté les dégâts ce matin. Les causes du sinistre ne sont pas pour l'instant connues. Les mathématiques ont été reprises ce matin par les candidats au concours général parce qu'il y a eu erreur sur la matière. À Ziguinchor, l'examen se déroule normalement sous bonne surveillance. Lamine Ba. Au total, ce sont 4 candidats qui ont repris l'épreuve de mathématiques du concours général dans une des salles du lycée d'Ignabo aménagée pour la circonstance. Cette fois-ci, les organisateurs du concours semblent avoir pris toutes les dispositions pour éviter toute irrégularité dans le déroulement de l'épreuve, explique Sambassar, superviseur du concours à Ziguinchor. Et ce matin, à 7h, on était déjà sur place parce que l'épreuve devait être envoyée par mail. Et lui, n'ayant pas le code, donc c'est à moi qu'on a envoyé le code qui permet d'ouvrir l'épreuve et lui, on lui a envoyé l'épreuve. Donc il fallait que nous
nous deux, que nous soyons présents pour pouvoir ouvrir l'épreuve, la télécharger et l'imprimer et multiplier pour les candidats. Voilà donc, et la salle aussi était prête à accueillir les candidats, de même que la surveillance pour surveiller. La surveillance de l'épreuve a également été renforcée, ainsi que les dispositifs sécuritaires pour permettre aux candidats de composer en toute quiétude, explique Samba Sarr. Vous m'avez vu, je suis à l'intérieur en train de surveiller. Normalement, il y a une dame qui surveille, mais en même temps, moi aussi, je suis à l'intérieur. Comme je n'ai presque rien à faire, je suis obligé même de me transformer en surveillant, ne serait-ce que pour assurer un bon déroulement des épreuves. Les mesures de sécurité, généralement, sont prises par l'administration du lycée qui assure la police du centre. Donc, pour le moment, il n'y a aucune perturbation. Donc, j'ai veillé à ce que les élèves des alentours ne perturbent pas les candidats qui sont en train de réfléchir. Donc, j'ai veillé aussi à ce qu'il y ait véritablement de la sécurité tout autour de la salle. Jusqu'à notre passage au centre, aux environs de 11h, tous les candidats étaient encore en salle en train de composer dans une atmosphère de sérénité sous les vigilants des superviseurs. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Les bulldozers n'ont rien laissé sur leur passage hier nuit du rond-point Sam à l'emprise occupée par les tabliers aux alentours du marché Tilène. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a déployé ses engins sur l'avenue Blaise Diagne. On tourne ce matin avec Nafissa Toussila. C'est une avenue Blaise Diagne libérée de toute emprise des commerçants tabliers qu'on voit ce matin du rond-point Sam à la poste de Médina. Le déguerpissement a fait ses effets. Issa Sissé, vendeur de produits de pharmacopée, la barbe toute blanche, corpulent, chapelet à la main, manifeste sa colère. Il était établi aux alentours du stade Iba Mar Diop depuis des années. Ils ne nous ont même pas avertis au préalable. C'est vraiment désolant. On n'a rien pu sauver. Et puis, mener cette opération la nuit, c'est écœurant. Sur l'autre pavé, Ousmane Sissé tente de récupérer ce qui reste de sa marchandise. Je vends de la vaisselle et on a tout détruit. La moitié de ma marchandise que j'estime à 50 000 francs CFA. Maodo Diop ne prenait pas au sérieux l'annonce du préfet. Il dénonce les formes employées pour le déguerpissement. Tous les mois, on paye à la mairie de la Médina 4 000 francs CFA. Bamba Fall est même passé ce matin pour nous parler. Et il a promis également de parler au préfet pour qu'on nous laisse ici. Si les commerçants se disent désolés, les passants s'en réjouissent. Vraiment, c'est bien fait. On a des problèmes pour circuler ou trouver un taxi après les courses. Aujourd'hui, pas de difficulté. Les emprises sont libérées. Le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique semble réussir son pari de Dakar ville propre, mais les sinistrés espèrent des mesures d'accompagnement pour redémarrer leur commerce. L'institution des Journées nationales de la propreté, une annonce du chef de l'État lors du Conseil des ministres d'hier. Ce sera les 13 et 14 juillet prochains. Objectif, impliquer les populations dans la campagne de promotion de la propreté. Le ministre de l'Urbanisme, Abdou Karim Fofana, qui était l'invité de RFM Matin, en a parlé. La réserve animalière de Gumbel dans le Saint-Louis, confrontée à des problèmes financiers avec un budget jugé dérisoire de 15 millions de francs CFA. En plus de la salinisation des terres, les journalistes membres d'African Journalist Forum ont visité Gumbel et dressé un état des lieux. Mohamed Nabissila. En dehors de la salinisation des terres et des cours d'eau dus à l'ouverture de la brèche, la réserve de Gumbel connaît d'autres difficultés. Le capitaine Basile Sagna est l'adjoint au conservateur de Gumbel. L'autre seconde menace, c'est le figue de Barbarie, autrement appelé le cactus. C'est une espèce très envahissante. Le parc n'a pas une ligne budgétaire qui lui offre la possibilité d'alimenter directement les animaux qui sont en captivité. Nous ne fonctionnons pas sur la base de l'électricité de la Sénélec. Nous n'avons que des panneaux solaires. Il suffit que nous allumions, nous tous, nos ordinateurs, pour que le soir, on n'ait pas d'éclairage dans nos chambres. La vétusté des enclos de Dorcas. Créée en 1983, cette réserve animalière qui couvre une superficie de 720 hectares est le terreau d'une investigation de la presse à l'initiative d'African Journalist Forum, qui a pour président le docteur René Massiga Diouf. Cette visite s'inscrit un peu dans le cadre de la mise en œuvre de notre nouveau projet appelé Plateforme d'alerte sur le péril environnemental au Sénégal. C'est juste un projet qui est en train d'être mis en œuvre au Sénégal, mais avec des ramifications sous-régionales, puisque nous sommes une structure qui intervient aussi bien au Sénégal que dans les autres pays africains en général, particulièrement en Afrique centrale. Et donc c'est une continuité du projet que nous avions lancé l'année dernière, en 2018. La question liée à la préservation de l'environnement et que nous devrions faire ensemble
sorte d'apporter notre pierre un peu à l'édifice. D'autres activités de ce genre sont envisagées pour que les articles de presse soient un levier important pour booster le développement de nos pays. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM. L'actualité internationale. Qui nous mène au Mali. D'abord, Georges Déthié Diop, le bilan de l'attaque des villages de Yoro et Gangafani revu à la hausse. La MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, rapporte que les deux attaques ont eu pour conséquence le meurtre de 41 membres de la communauté Dogon. Un précédent bilan fourni par le gouvernement malien faisait état de 38 morts. Selon l'ONU, ces attaques ont également occasionné le déplacement de 750 personnes vers la localité de Dinagourou et d'un nombre indéterminé d'habitants vers le Burkina Faso. En Mauritanie, après 2 semaines de campagne électorale qui prend fin ce jeudi nuit, les populations restent sur leur faim. Beaucoup d'invectives, trop de folklore et les mêmes promesses. C'est l'analyse en tous les cas de Kissima Diagana, directeur du site d'information Initiative News. Il est au micro de Mohamed Diop. Il y a une campagne virtuelle et il y a une campagne dans l'espace physique. La campagne virtuelle notamment, il y a eu beaucoup d'insultes, beaucoup d'invectives, beaucoup en tout cas de reproches. Ils n'ont pas montré un véritable niveau de débat. Quant au déroulement des campagnes dans l'espace physique, en dehors des sorties des candidats à l'intérieur du pays, où ils ont, si vous voulez, été reçus par des foules importantes de population, il y a cet aspect, si vous voulez, folklorique, ludique, qui fait que chaque soirée, en Nouakchott, vous avez plusieurs tentes, beaucoup de photos, beaucoup de portraits, mais le débat ne sort pas de ce carcan. On aurait pu, si vous voulez, avoir droit à une campagne où à l'intérieur du pays ou même au sein de la capitale, où les candidats se mettent à l'écoute des populations. Mais à chaque fois, ce sont les candidats qui viennent, ils parlent, chacun sort un discours avec beaucoup de promesses et ils promettent pratiquement tous la même chose. Et en Guinée-Bissau, José Mario Vaz refuse de nommer Domingos Pereira au poste de Premier ministre. Le président José Mario Vaz a choisi de poursuivre l'affrontement qu'il oppose à son ancien Premier ministre. Il a rejeté la proposition de la majorité parlementaire dirigée par le PAIGC de désigner Domingos Simoes Pereira, son ancien Premier ministre qu'il avait limogé en août 2015. Le président Vaz a déclaré hier à son endroit, je le cite, tout en reconnaissant que c'est votre parti qui détient la majorité au Parlement. Je vous prie de bien vouloir proposer un autre nom pour occuper ce poste. En Centrafrique, la date de la tenue de la présidentielle est connue. Elle est prévue le 27 décembre 2020. Le second tour, si nécessaire, le 14 février 2021. C'est hier que l'autorité nationale des élections a dévoilé le calendrier électoral du double scrutin présidentiel et législatif. Le budget pour l'organisation est estimé à 24 milliards de francs CFA. Seule l'Union européenne s'est engagée à supporter la moitié de ce budget. La loi des finances 2019 a prévu un montant de 500 millions de francs CFA pour le compte séquestre qui n'est toujours pas alimenté. L'autorité nationale des élections dit craindre un glissement du calendrier électoral si toutes les étapes de l'organisation de l'élection ne sont pas exécutées à temps. Et l'on termine par la Turquie. Binta, 24 personnes ont été condamnées à la prison à vie dans le procès du putsch manqué de 2016. La justice les a reconnus coupables de la mort de 139 personnes, de tentatives de coup d'État, de tentatives de renversement de l'ordre constitutionnel et de tentatives d'assassinat contre le président Recep Tayyip Erdogan. Binta Diallo. Merci, monsieur le secrétaire général. RFM Sport. Beach soccer, deuxième journée des Jeux africains de plage au Cap-Vert. Le Sénégal joue le Kenya à 14h30. Les Lions ont réussi leur entrée en battant largement Djibouti 13-0. Le sélectionneur Ngalassi l'a joint au Cap-Vert par Youssouf Bodjon. Pour le match, on a débuté timidement. Les 6 premières minutes étaient trop serrées. Donc on a joué 6 minutes sans marquer un but pour le premier tiers-temps. Et ensuite, c'est à partir de la 8e minute qu'Adam Bay a ouvert le score grâce à un jeu direct, relance du gardien. Le premier tiers-temps, c'était un score de 4-0. Et après,
Deuxième quart-temps, on a essayé de scorer et en tout cas, le dernier quart-temps, on a marqué seulement 2 buts. Maintenant, ce qui reste, c'est de regarder ce qui est devant nous. Et le match, on a fait une séance de décrassage et après, les joueurs sont allés récupérer. Et ensuite, il y a le kiné qui était en train de faire son job jusqu'à 1h du matin. Et voilà, ce matin, on est là très bien réveillés pour espérer rencontrer les Kenyans et ensuite essayer de gagner le Kenya et qui est synonyme de qualification pour les demi-finales. L'objectif, c'est d'aller au Qatar. C'est une autre Coupe du Monde, même si aujourd'hui, c'est déjà qualifié à la Coupe du Monde de Bichoke, mais ça, c'est notre objectif et ça nous permettra au moins d'avoir plus de matchs. Sur ce, encore une fois, je remercie tout le monde. Continuez à prier pour nous, pour que ce soir, l'équipe du Sénégal gagne le Kenya, qui est synonyme de qualification en demi-finale. Coupe d'Afrique ou Coupe du Monde féminine de football, suite de la 13e journée à 14h, le Cameroun affronte la Nouvelle-Zélande avec 2 défaites. Les Lions indomptables doivent gagner pour espérer être parmi les 4 meilleurs 3e et se qualifier pour les 8e. Les 4 meilleurs 3e et se qualifier pour les 8e de finale. C'est ça. Karaté, 4 buts, 40 entraîneurs venus des différentes régions du pays sont en stage à Dakar pour une semaine. Ils sont formés par un expert venu de l'Espagne. L'ambition est d'outiller les coachs qui préparent les jeunes karatékas aux Jeux olympiques de la jeunesse 2022. Pierre Gomis, coordonnateur du stage, au micro de Marbo. Ils sont déjà 40 et ils sont venus d'un peu partout du Sénégal. Ça a démarré depuis hier jusqu'au samedi. On va finir samedi et le soir, on procède à la remise des attestations. On estime que sur la base de ce qu'ils ont comme acquis, ils peuvent quand même s'améliorer avec le stage de Oliva et ça va leur permettre de mieux préparer les athlètes qui sont dans la bonne dynamique pour les Jeux olympiques de 2022. Donc c'est une occasion pour nous de profiter de cette expérience. Nous pensons quand même qu'on peut apporter des médailles au Sénégal. Si toutefois les autorités nous jettent un regard, ce serait vraiment motivant. Mais on va faire notre bonhomme de chemin. Et on est presque sûr qu'on va avoir quelque chose. C'est pas pour rien que le CONOS nous soutienne comme ça, parce qu'ils estiment que si nous continuons dans cette lancée, il y a de fortes chances de faire un bon résultat. On est dans la préparation des jeunes athlètes pour le 2022. Ça, c'est la perspective. Le reste de l'actualité sportive dans le journal de la Coupe d'Afrique des Nations tout à l'heure avec Youssouf Bodjan. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour, Abdoulaye Ndiaye, un sujet décalé, loin des questions pétrolières, un sujet très important qui nous mène aux Almadies. Alors qu'on n'en a en effet que pour gaz, pétrole, depuis quelques jours dans ce pays sur fond d'accusations de corruption et de démenti, qu'on nous permette en attendant les prochains développements de ce qui s'apparente en feuilleton judiciaire hivernal, de faire dans le décalé. Pour évoquer une histoire propre à une sorte de petite riviera à la sénégalaise, les Almadies. C'est un grand quartier que l'on qualifie de chic aux allures d'excroissance d'une capitale Dakar, qui a atteint ses limites dans sa capacité foncière. C'est enfin une localité qui devait symboliser pour ses habitants quiétude, bon cadre de vie, havre de tranquillité. Mais voilà qu'elle ne cesse, cette localité, de se transformer, les veilles de week-end, en lieu de dérive par le comportement d'indiscipline de certains de nos compatriotes. Des images de fièvre des sorties du vendredi ou samedi soir collent à l'environnement et sont le fait des habitués du monde de la nuit. Ils sont généralement des personnes publiques venues des milieux politiques, des affaires ou des arts. Ils sont aussi des citoyens anonymes. Reste que excès et actes prohibitifs, ils sont souvent à l'origine d'accidents. Nous avons en mémoire quelques-uns au cours de ces dernières années dont certaines victimes appartenaient à une supposée jeunesse dorée dakaroise. L'accident le plus récent et le plus spectaculaire, qui a ému plus d'un, étant celui occasionné par un conducteur qui a perdu le contrôle de sa voiture pour terminer sa course dans une demeure emportant 3 innocentes vies. Les forces de l'ordre y exercent certes une présence dissuasive. Elles ne peuvent parfois que constater les dégâts liés justement au mauvais comportement des uns et des autres. Il ne s'agit nullement dans cette réflexion, et vous l'aurez compris, de faire de la localité un endroit maudit ou licencieux. Nous pensons au contraire que la qualité de son microclimat, sa position de pointe à l'extrême d'une presqu'île, en font un lieu naturel. Un lieu qui, en plus de remplir les fonctions d'habitat, d'implantation des services nationaux ou internationaux, doit offrir aux Sénégalais de paisibles moments de relâche après une semaine d'intense activité. Familles et proches, dans une saine ambiance, ne pourront que profiter du cadre
Faudrait-il qu'on y fasse régner certains soirs dans son artère principale ordre, discipline et les bonnes attitudes citoyennes. RFM, la presse du jour. C'est l'affaire de Georges Diop. Ça ne parle pas le même langage du côté du pouvoir. Les voix sont discordantes dans l'affaire Petrotim BP BBC. L'observateur fait état d'une cacophonie autour de Aliou Sall et Vox Populi de cafouage au sommet. C'est à propos des 146 millions que Timis aurait versés à Aliou Sall. Alors qu'Aliou Sall déclare lors d'une conférence de presse n'avoir jamais reçu cette somme venant de Timis, El Hadj Kassé confie sur TV5 que d'après les informations qu'il a, cette somme a été virée dans une société Agritrans d'Aliou Sall pour le paiement d'une mission de consultation dans le secteur agricole. Résultat, l'Obs évoque des contradictions au sein du pouvoir et Vox Populi de démenti et confirmation autour des 146 millions. Quant au quotidien Les Échos, il indique que El Hadj Kassé dément et enfonce Aliou Sall. Libération parle d'une gaffe de trop de El Hadj Kassé. Pour Source A, Kassé commet un homicide sur l'une, comprenez Aliou Sall. Et dans cette affaire Petrotim, Direct Info relève ce qu'il appelle le silence troublant des alliés du président Macky Sall. Ils se terrent et se taisent. Le journal souligne que l'AFP, le PS, la LD et le PIT brillent par leur mutisme. Selon Direct Info, les alliés semblent dire à l'APR, à nous tous les honneurs et à vous seuls les horreurs. Le patron de l'APR, le chef de l'État, est à la une du journal Le Soleil qui indique que Macky Sall exhorte à des postures civiques et républicaine. C'était hier lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Le président, selon le communiqué, est revenu sur l'impératif du respect des institutions et de la préservation des édifices publics en signalant la récurrence des actes de défiance contre les forces de défense et de sécurité, mais également les comportements répréhensibles contre les bâtiments et édifices publics. Le journal Le Quotidien, lui, retient le fait que Macky Sall ait exprimé sa volonté d'engager la rationalisation des agences d'exécution et entités assimilées, soit par fusion, soit par mutation juridique en société anonyme ou en établissement public. Du coup, mon confrère affirme que Macky revoit sa copie après une première rationalisation en 2012, car à son arrivée au pouvoir, il voulait réduire le nombre et la taille des agences d'exécution héritées de Wade. Et 7 ans après, il n'en est rien. Il en est encore à poursuivre le même objectif pour réduire celle qu'il a lui-même ajoutée sans doute. Macky Sall, vu par Source A ce matin, selon mon confrère, à chaque fois qu'une affaire suscite un tollé national, il fredonne son refrain magique. Je n'en étais pas informé. Quelques illustrations à la une de Source A. En 2013, ce que le président a invoqué sur le retard dans le paiement des corps émergents et au sujet de la suspension de BBU. En juillet 2016, des personnes à mobilité réduite sont placées sous mandat de dépôt pour mendicité sur la voie publique. Macky Sall, en Conseil des ministres, dit n'en être pas informé et fusille le ministre Sidiki Kaba. Toujours en 2016, sur la saisie de la maison de Maître Abdoulaye Wade au Point E par la CREI, il dit ne pas en être informé. Et cette information qui ne va pas plaire aux consommateurs. Selon l'AS, l'on s'achemine vers une flambée du prix de l'essence super et du gasoil. Selon mon confrère, une rencontre avec les différents acteurs du secteur des hydrocarbures et autres consuméristes a été convoquée et devrait se tenir ce 21 juin à cette fin. En cause, explique l'AS, à plus de $60 le prix du baril de pétrole, l'État du Sénégal ne peut plus supporter la subvention qui passe de 54 milliards à 107 milliards pour les pétroliers et 150 milliards à Sénélec. À la une de Enquête contrat d'affermage, le combat suprême. Enquête informe que la Sénégalaise des Eaux poursuit son combat à la Cour suprême après le rejet de son recours par l'ARMP. Elle demande aux bailleurs de fonds de se prononcer sur la question étant à l'origine de l'appel d'offres international pour le contrat d'affermage de l'eau. En conférence de presse hier, Mansour Kama, le président du conseil d'administration de la SDE, a déclaré que la Sénégalaise des Eaux est plus que jamais convaincue qu'elle est en train d'être spoliée de sa victoire. Sport pour terminer, la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre vendredi et ses propos de Idrissa Gana Gueye qui font la une de Record. On n'a peur de personne. Au programme des Lions qui ont découvert hier le ballon de la compétition, Record fait état d'un entraînement à huis clos cet après-midi. À vos kiosques et bonne lecture. C'est la fin de ce grand journal. Le rappel des titres. Benno soutient El Hadj Amidou Kassé, là où Yakham Mbaye, membre de l'APR, descend en flammes. Le ministre conseiller, le DG du Soleil, parle de contre-vérité et demande au procureur de la République de convoquer le chargé com de la présidence de la République. Benno Bokk Yakaar, elle, apporte son soutien à El Hadj Amidou Kassé. Selon la coalition présidentielle, le ministre conseiller s'est trompé de bonne
foi et c'est à lui de rectifier le tir. La sortie fracassante d'El Hadj Hamidou Kassé, le ministre chargé com de la présidence de la République, est-il en passe de devenir un champion de la bourde? Le commentaire du jour était signé Abdoulaye Sissé. Un saut à Gumbel, cette réserve animalière de Saint-Louis où tout manque. Budget jugé dérisoire de 15 millions de francs CFA. African Journalist Forum a visité Gumbel pour faire l'état des lieux. À la technique de ce grand journal, il y avait Alioune Ba. Merci à El Hadj Ndiogou qui était à la réalisation. Le journal de la Coupe d'Afrique des Nations de football, jour J-1. Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Binta. C'est parti. mais boy sànq ba léegi maa ngi lay xaar ana li ma waroon yónnee WhatsApp. boy instant yi dama amul connexion teg si 50 francs képp mooy sama capital. chii amuma connexion xewi na ñàkk connexion laa la ne. Tigo jëlee na ko fii 50 francs yooyu nga yor le Tigo indi. non boy comprendre ma la wax. connecté fu la neex saa su la neexee le Tigo indi ak forfait internet 15 mégaoctets si 50 francs dong. xanaa lii mooy connexion pour ñëpp. non boy da nga dégg nag lii le Tigo wax connexion pour ñëpp tapel dièse 155 dièse ngir yeneen i forfait internet yu Tigo yi. Tigo vous offre le journal de la CAN. Aliou Ba, la technique, au micro Youssouf Bodian, c'est parti pour un nouveau match. L'équipe nationale du Sénégal s'entraîne à nouveau à huis clos à 16h30 GMT. Ce sera avec le ballon de la CAN 2019 que les Lions ont découvert hier. À la veille du coup d'envoi de la compétition, le Caire bouge, nous dit un de nos envoyés spéciaux dans la capitale égyptienne, Chertidiane Diagne. Le Caire bouge au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations. Demain, Mohamed Salah et ses coéquipiers seront les premiers à entrer en lice face au Zimbabwe. Un match qui cristallise les attentions des supporters des Pharaons qui espèrent franchir ce premier obstacle pour la conquête du titre. Le Cairo Stadium va abriter ce match d'ouverture. Côté sénégalais, les journalistes arrivés tard dans la nuit ont une seule priorité, le retrait des accréditations pour une bonne couverture de l'événement. Mais obtenir ce précieux sésame est un véritable calvaire. Entre bousculade et file indienne, chacun fait de son mieux pour disposer de ce document permettant de suivre toute la Coupe d'Afrique des Nations. À noter que les Lions du Sénégal, qui jouent dimanche contre la Tanzanie, effectuent cet après-midi à 16h30 GMT une séance d'entraînement à huis clos. Cependant, les 15 dernières minutes seront ouvertes à la presse pour filmer et prendre quelques réactions. Chertidiane Diagne, Le Caire, pour la Radio Futur Média. Chertidiane Diagne et Soda Cham qui vont nous faire vivre donc l'ambiance au Caire tout au long de cette CAN qui démarre demain avec le match d'ouverture qui va opposer l'Égypte au Zimbabwe. L'équipe du Cameroun qui refuse de quitter Yaoundé pour l'Égypte. Les champions en titre exigent leur prime de participation, pas encore payée. L'Afrique du Sud, l'Angleterre et les championnats les championnats donc les plus représentés à la CAN. Les dernières infos avec Pape Besdiba. L'équipe nationale du Cameroun devait quitter Yaoundé hier soir pour rallier l'Égypte, mais les joueurs ont refusé de quitter leur hôtel pour réclamer leur prime de participation. Chaque joueur doit recevoir 20 millions de francs CFA, jusque-là pas versés. Samuel Eto'o a été dépêché pour négocier avec Choupo-Moting et sa bande. Les champions en titre sont toujours à Yaoundé à 5 jours de leur premier match mardi contre la Guinée-Bissau. En Égypte, les championnats français sont les plus représentés. Sur les 552 joueurs présents, 89 viennent de la Ligue 1 et des divisions inférieures. Le championnat sud-africain est deuxième avec 44 joueurs présents à la CAN. L'Angleterre clôture le podium avec 41 joueurs. La Tanzanie, adversaire du Sénégal, a 19 joueurs issus de son championnat. 12 joueurs du Kenya viennent du championnat kenyan. La CAF qui organise la CAN va être auditée par la FIFA. La Sénégalaise Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, a été nommée déléguée générale pour l'Afrique. Elle sera chargée pendant 6 mois d'évaluer la situation de la CAF et contribuer à l'accélération du processus de mise en œuvre des réformes en cours. C'est sur demande du président de la CAF, Ahmed Ahmad, qui a sollicité l'aide de la FIFA.
Parmi les sélections qui vont découvrir la CAN Senior, la Mauritanie. Les Mourabitounes sont en Égypte depuis mercredi et sont basés à Suez, à 2 heures du Caire. La Mauritanie va tenter de sortir d'un groupe E composé de la Tunisie, le Mali et l'Angola. Les Mourabitounes ont-ils les moyens de réaliser un exploit en Égypte? La réponse de notre correspondant Nouakchott, Mohamed Diop. Le 20 mai, le Français Corentin Martins, sélectionneur de la Mauritanie, dévoilait ses 23 préférés. Parmi eux, 18 internationaux. Certains jouent au Maghreb. Mais l'essentiel évolue en Europe, en France notamment. Les 6 autres complétant le tableau des nouveaux de la CAN sont des locaux. La plupart viennent de FC Nouadhibou, l'équipe championne de la Division 1, dont l'éternel gardien de but, Souleymane Diallo. L'équipe a bouclé 2 semaines de préparation. Le bilan vraiment mitigé. 2 matchs amicaux, un premier remporté face au Madagascar 3-1, un deuxième perdu contre le Bénin, 1-3. Mais le moral est bon et les objectifs atteints selon l'entraîneur. On y verra en tout cas plus clair à l'entrée de jeu de l'équipe le 24 juin face au Mali. Déjà, les supporters raffolent du maillot vert-jaune-rouge et le vert-blanc. Ils espèrent revoir le même visage lors des éliminatoires. Les Mourabitounes avaient terminé 2e devant un habitué de la CAN, le Burkina Faso, éliminé cette année. Et si le jeu collectif compte, il y a des individualités à suivre, comme le déjà cité le portier Souleymane Diallo, mais aussi Abdoulba, un géant de capitaine à la défense. Moustapha Diaw, un latéral endurant. Hassan El Id, le premier Mauritanien à rejoindre la Liga. Et Ismaël Diakité, un attaquant qui répond à son nom. Il marque des buts. Son doublé a fait entrer toute une nation dans l'histoire. La Mauritanie, pour la première fois, à la CAN. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Mohamed Diop, que vous allez retrouver sur cette antenne tout au long de la CAN. Il va nous faire vivre donc l'ambiance à Nouakchott. Nouakchott qui se prépare à suivre son équipe qui va participer pour la première fois à une CAN Senior. La CAN revient en Égypte 13 ans après la dernière édition organisée par ce pays qui abrite le siège de la CAF. Malgré 2 défaites du Sénégal en match de poule, les Lions vont atteindre les demi-finales. Retour sur le parcours des Lions chez les Pharaons. Laïaou revisite ses archives. Évidemment, dès 1921, l'Égypte était déjà affiliée à la FIFA. Et ceci après avoir participé aux Jeux olympiques de 1920 en Belgique. Sa carte de visite comme pionnière du sport en Afrique lui vaudra d'être invité à la première Coupe du monde de football en 1930 en Uruguay. Ses dirigeants s'y étaient rendus. Un simple observateur. C'est en 1934 en Italie que l'équipe de football d'Égypte y représente l'Afrique pour la première fois. C'est encore l'Égypte qui s'est attelée à la mise sur pied de la Confédération africaine de football en lui donnant ses premiers dirigeants et un siège qui réside encore au Caire. Repartir en Égypte pour tout expert du football devient ainsi un pèlerinage. Pour nous, Sénégalais, c'est aussi retour sur les lieux de la Renaissance. 20 ans plus tard, le Sénégal revient donc sur les lieux. 2006. Une première fois, c'était en 1986. L'effectif est bien connu aujourd'hui du public. Les gardiens sont 3. Tony Silva, Pape Mamadou Diouf et Cheikh Tidiane Ndiaye. En défense, Ferdinand Coly, Lamine Diatta, Souleymane Diawara, Habib Bey, Oumar Daf, Malikou Diakhaté, Giran Ndao et Boukari Dramé. Le milieu de terrain avec Abdoulaye Diagne Faye, Amdi Faye, Pape Bouba Diop, Dino Djiba, Issaba, Frédéric Mendy et Rahman Bari. En attaque, on retrouve Souleymane Kamara, Eladji Diouf, Henri Kamara, Mamadou Niang et Diomansi Kamara. Abdoulaye Sarr est entraîneur titulaire, Amara Traoré et son adjoint. Le groupe du Sénégal est domicilié à Port Saïd avec le Nigeria, le Ghana et le Zimbabwe. Le 23 janvier 2006, le Sénégal affronte en ouverture de sa poule le Zimbabwe.
Henri Camara ouvre le score à la 59e minute après un premier but qui lui a été refusé. On ne sait encore pourquoi. Saba va marquer le deuxième but du Sénégal à la 80e minute, 2-0 à l'arrivée. Le Sénégal va perdre son deuxième match contre le Ghana, 1-0. Henri Camara et Diomansy Kamara qui font un grand match ne sauveront pas le Sénégal de la défaite. 3 jours après, le Sénégal va aussi perdre contre le Nigeria 2-1 après avoir ouvert le score par Souleymane Kamara. 2 buts nigérians signés Oba Femi Martins. Au même moment, à Ismaïlia, le Zimbabwe battait le Ghana 2-0. Cette défaite des Ghanéens qualifie le Sénégal au quart de finale contre la Guinée à Alexandrie. Une impressionnante équipe de Guinée portée à bout de Godas par Pascal Fayendounon et Kaba Diawara. Nous sommes à Alexandrie le vendredi 3 février 2006. 23e minute, Tony Silva rate son intervention du pied devant Kaba Diawara qui lui chipe le ballon et marque devant un but vide. Mi-temps 1-0 pour la Guinée. Pabouba Diop va égaliser à la 60e minute. Puis Mamadou Niang de donner l'avantage au Sénégal à la 82e minute. Un coup franc de Hamdi Faye percute le poteau du but guinéen avant que Henri Camara ne porte l'estocade avec un 3e but et ceci à la 90e minute. Pendant les arrêts de jeu, un coup franc de Pascal Fayendounon ramène le score à 3-2. À la fin de ce match, bagarre rangée devant le banc de l'équipe du Sénégal. On ne sait encore pourquoi. Les Guinéens se ruent sur El Hadji Diouf, qui n'a même pas joué, dans l'intention de l'agresser. Je renseigne ma pris plus tard, il aurait tenu El Hadji Diouf des propos par voie de presse jugés provoquants par les Guinéens. C'est sans doute pour cette raison que Abdoulaye Sarr avait jugé nécessaire cette stratégie de le laisser sur le banc de l'équipe du Sénégal. Le Sénégal est donc en demi-finale. Ils sont 70 000 spectateurs, 70 000 carottes, je devrais dire, enthousiastes et déterminés à pousser l'équipe d'Égypte qui est chez elle à la pousser en finale. Ahmed Hassan, Wael Goman, Abou Treika et Ahmed Mido sont les poutres d'une grande équipe d'Égypte. 35e minute, penalty pour l'Égypte. Penalty justement sifflé pour l'Égypte suite à une faute de main de Frédéric Mendy. Ahmed Hassan le transforme. Mi-temps 1-0 pour l'Égypte. 51e minute, Mamadou Niang égalise de la tête suite à une action de Diomansy Kamara. 82e minute, un coup franc rapidement joué pour les Égyptiens. Finit sa course sur la tête de Amr Mansour qui marque 2-1 pour l'Égypte. Tout de suite après, l'arbitre camerounais du match, M. Evehe Divine, ne siffle pas le pénalty pour le Sénégal suite à une faute sur Diomansy Kamara, qu'il est seul, M. Evehe Divine du Cameroun, qu'il est seul à n'avoir pas vu. Le Sénégal perdra finalement le match de classement contre le Nigeria 1-0, but de Garba Lawal à la 70e minute. En finale, l'Égypte retrouve la Côte d'Ivoire qu'elle avait déjà battue en groupe 3-1. Dans la finale, il a fallu recourir au tir au but après un nul blanc, ceci après 120 minutes de jeu. C'était Abdoulaye Diaoula Kandon qui revient en Égypte 13 ans après. Coup d'envoi demain. Égypte-Zimbabwe, match prévu à 20h à suivre sur la RFM, sur la 94.0 et surtout sur tout le réseau synchronisé de la radio Futur Média, par exemple à Touba et à Mbaké où vous nous recevez sur la 98.4. Il est 12h passé de 49 minutes. Fin de match, Aliouba était à la technique, au micro Youssouf Bodjan. On revient pour la version Wolof aux alentours de 13h30.